Bienvenue à Virage. Aujourd'hui, à l'émission, nous allons avoir une chronique avec Desharnais Pneus Mécaniques. On va rencontrer Yann Samiucci qui va nous parler des concessionnaires automobiles. Marc Bouchard va nous faire des nouvelles de l'industrie. Et on profite de notre passage ici au Salon du véhicule électrique pour faire le tour de toutes les nouveautés qui se trouvent sur place. Tout ça à Virage dans un instant. Virage Auto est propulsé par IA Assurance Auto et Habitation. Alors, on se retrouve présentement dans l'emplacement de chez Stellantis en compagnie de Marc Bouchard. Jacques, bienvenue. Salut, messieurs. Salut, mon cher. Ça va bien? Oui, merci. Alors, on va faire le tour, comme ça, un peu du salon avec qu'est-ce qu'on a retenu sur place. Marc, il faut commencer avec le Charger qu'il y a ici en arrière parce que depuis, là, le salon vient d'ouvrir. Mais déjà, je vois que c'est déjà une vedette du salon. Il faut dire que oublie la seule notion électrique, regarde la silhouette du véhicule et en partant, ça va être une vedette. Objectivement, je suis obligé de dire à Stellantis, vous auriez peut-être dû y penser avant parce que c'est vraiment un très, très beau modèle qui est magnifique. On a vraiment mis des éléments aérodynamiques particuliers, la partie avant notamment, avec les entrées d'air qui permettent d'avoir une meilleure circulation, limiter la friction, c'est incroyable. Évidemment, la motorisation de ce véhicule-là, ça va être aussi très spectaculaire, hein? On parle d'une batterie de 100,4 kWh qui va nous donner une autonomie qui va varier de 410 à 518 km selon la version retenue, parce qu'il y a comme deux versions. Une version qui est de base, qui fait à peine 456 chevaux, et une version qui est la Scat Pack, qui, elle, est vraiment plus, disons, plus raffinée, part à 496 chevaux, mais elle a un petit bijou qui s'appelle le Power Shot. C'est un petit bouton qui va faire monter la puissance pendant 30 secondes jusqu'à 670 chevaux. Alors évidemment, on parle d'un véhicule de performance. On a voulu préserver la notion muscle car. On parle du look. Le look intérieur est aussi bien réussi. On dit qu'il va y avoir une capacité de recharge rapide qui va aussi être intéressante puisque ça va passer de 10 à 80 en à peu près 32 minutes sur des bornes de 150 kW. Donc, on a vraiment là un ensemble incroyable avec un look et une gueule, honnêtement. Tu sais, Chrysler, là maintenant Stellantis, genre, mais Chrysler ont toujours eu le coup de crayon, là, tu sais ça. Ils ont toujours su attirer les gens avec leur design, puis c'est encore réussi. Colin. Si tu regardes dans les années 60, ce qui avait été lancé sur le marché, il y avait déjà à cette époque-là un coup de crayon, comme tu dis, extraordinaire. Ça a été un véhicule qui a fait sa marque pendant des années et qui est encore très populaire. Quand on regarde ce qu'on vient de nous présenter ici, ben moi j'entends, je viens d'écouter Marc là, qui parle des performances extraordinaires. Puis je me dis dans moi-même, c'est curieux parce que dans la voiture électrique, on cherche d'économie, on cherche à faire la plus longue distance avec la batterie, avec l'électronique. Et on nous présente un véhicule qui fait des 0-100 en 3-4 secondes et qu'on dirait que ça n'a plus aucune importance. Mais au niveau du look du véhicule, au niveau du design, de l'intérieur comme de l'extérieur, les roues, tu regardes les disques de frein qui après ça, Dan, ça va arrêter tu cries wow, ça va arrêter, je suis certain. Est-ce que ça prend ça parce que les gens qui aiment les muscle cars, ils n'ont rien. Bien, effectivement. Alors, tu as le look du muscle car, tu as même le son préenregistré du V8. Ça, c'est un peu moins réussi, on va se dire. Mais, tu sais, puis comme tu l'as dit, Marc, puis c'était ma réflexion aussi que je pensais, pourquoi ils ont attendu si longtemps avant de faire un redesign puis d'arriver avec une nouvelle génération du Charger, même à essence? Ça va être extraordinaire. Il va avoir une version à essence de ce Charger-là, il faut le dire. Et on a voulu se réconcilier avec les puristes, dont tu fais probablement partie, en offrant une version de 2 portes. Et non pas le Charger 4 portes comme on a eu au cours des dernières années. Donc, on nous présente... Écoute, honnêtement, c'est un véhicule qui est magnifique. On ne l'a pas conduit, évidemment, dans sa version électrique, mais j'ai bien hâte de l'essayer. Et c'est probablement le véhicule que j'ai le plus hâte de conduire.
On critique Chrysler, Stellantis depuis fort longtemps, on le sait, pour leurs produits. Mais quand on regarde l'électrification chez Chrysler, puis qu'on se met à regarder, OK, Pacifica, Grand Cherokee, le Wrangler, la Fiat 500i, l'Hornet branchable qui est là puis qu'on se rappelle plus qu'il existe. Quand on regarde l'électrification de la marque, puis là, je parle pas de Fiat avec le Tonale, tu te dis, coudonc, si on compte les modèles, là, il y en a quasiment plus que Toyota. Tu as bien raison. Le problème, en fait, on a maximisé l'usage du PHEV et on offre la voiture électrique la moins dispendieuse. OK, c'est celle qui a le moins d'autonomie, mais n'empêche que la Fiat électrique, c'est la moins dispendieuse sur le marché. Là. Pas tout le monde qui a besoin de 500 km le matin si tu vas travailler à 20 km de chez vous. Ça peut faire le travail pour plusieurs. On a plusieurs choses à faire. On va s'en aller chez Polestar, Marc. Polestar avec la Polestar 3, hein, qui est le VUS, moi, je trouve que le design, si vous aimez les trucs scandinaves, les trucs suédois, si vous êtes un client IKEA, c'est parfait pour vous autres. C'est vraiment un véhicule qui a de la gueule, qui a du style. C'est particulier comme look. C'est épuré dans l'allure. Jusqu'à maintenant, les véhicules Polestar se sont avérés extrêmement fiables au niveau de la motorisation électrique. Donc, le Polestar 3, qui partage le même genre de motorisation, ne devrait pas avoir de soucis. Et bien sûr, l'intérieur, bien, c'est fait. On mise beaucoup sur la qualité environnementale. On utilise des matériaux durables, recyclés. On a même des intérieurs complètement véganes, qu'on nous dit. Oui, absolument. Le système d'infodivertissement qui est géré par Google, qui permet donc d'être extrêmement rapide. Alors, c'est, à mon avis, le Polestar 3. Le problème, c'est son prix. C'est pas vraiment donné par rapport à la Polestar 2, qui, elle, était définitivement plus abordable. Alors, pour moi, c'est une belle réussite, à condition d'avoir le portefeuille, ce qui ne fait pas partie de mes attributs, je vous le dis tout de suite. Même, et c'est une suédoise, comme tu disais, mais on ne sera pas obligé de l'assembler. Elle arrive tout assemblée. Elle arrive vraiment avec un modèle, comme tu dis, vraiment intéressant. Puis au niveau du prix, je pense que les gens qui veulent acheter ces types de véhicules-là, ils ne regardent pas vraiment le prix. Tu as entendu qu'on le regarde pour notre besoin, pour le porte-monnaie, mais ça demeure des véhicules qui sont drôlement intéressants. Puis Polestar, au niveau qualité de véhicules, ils sont là. Absolument. À côté de Polestar, il y a Hyundai. Et là, on a un pré-production. C'est le fun d'avoir dans un salon un modèle pré-production. La Ioniq 5 2025 avec un essuie-glace arrière, pare-choc retravaillé puis quelques petits ajustements à l'intérieur. Mais enfin, les gens qui réclamaient l'essuie-glace sur la Ioniq 5 et la EV6, ça s'en vient. Effectivement, on le savait. D'ailleurs, la Ioniq 5N, la version de performance, avait elle-même un essuie-glace. Donc, c'est une bonne nouvelle, bien entendu. Pour le reste, tu l'as mentionné, des petits changements, des petites améliorations, une batterie légèrement plus grosse, mais rien de significatif au niveau des changements. La Ioniq 5 et Ioniq 6 sont deux véhicules qui connaissent beaucoup de succès actuellement. Ce sont des véhicules, je dirais, d'entrée de gamme, hein, parce qu'au grand public, disons, c'est pas des véhicules de luxe. On est quand les entrées de gamme qu'on avait, là. Bien, au niveau électrique, je parle. Mais c'est très ils sont quand même montés sur des architectures de 800 volts, des trucs qui sont partagés avec Porsche et Audi, là. Donc, on a une technologie qui a fait ses preuves. Alors, de ce point de vue-là, je pense que Hyundai est intéressant. Et bien sûr, bien là, il y aura toutes sortes de nouveautés au cours des prochains mois aussi, là. Si vous allez du côté de chez Mercedes, il y a des trucs intéressants. D'abord, l'autonomie du GLC branchable. 87 km d'autonomie. Moi, je me dis, là, on arrive dans la zone du branchable où ça devient extrêmement intéressant. Et le GLA branchable également, qui a même autonomie, qui est à peu près 5 000 de plus que la version essence. Là, on commence à rentrer dans la discussion de l'économie pour vrai quand on calcule les rabais et tout, parce qu'ils sont encore admissibles au rabais, ces véhicules-là. Ça devient assez spectaculaire. Vous pouvez regarder aussi le EQS Maybach qui est là si vous avez besoin d'un chauffeur puis d'un véhicule avec chauffeur. Là, ça, c'est 300 quelques mille dollars là, en passant, là, le EQS. Mais il y a le nom Maybach, hein? On s'entend pour dire que c'est un peu exclusif. La nouveauté qui, moi, me frappe aux yeux, c'est la GLC. Effectivement, GLC. C'est un véhicule drôlement intéressant. Et ce que je trouve intéressant, c'est que depuis de nombre d'années, on parle d'autonomie, on parle que ça serait bon d'être capable de faire un peu plus de kilomètres-heure pour un tas de gens. Ces gens-là pourraient brancher une fois par semaine seulement. Mais là, Mercedes arrive avec ça. Et je pense que ça va faire un hit, ça, extraordinaire. Et on va voir rapidement aussi d'autres manufacturiers arriver avec ce type
Mais je pense de que c'est là qu'on branchement, s'en va. Mercedes est effectivement un des précurseurs dans ce domaine-là, Absolument. mais c'est là qu'on s'en va. Écoutez, au cours des prochains mois, on sait qu'on va avoir un nouveau Mitsubishi Outlander PHEV qui devrait être doté d'une nouvelle motorisation. On anticipe 85 km. Fait que si c'est ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. On sait que Nissan va amener le Rogue branchable l'an prochain. Est-ce qu'ils vont utiliser l'ancienne version du Mitsubishi ou la nouvelle? On ne le sait pas, mais ça pourrait être là. Faut croire que ça va être la nouvelle. là. Bien, souhaitons-le. devrait. Mais donc, on est de plus en plus vers des hybrides branchables. Beaucoup de manufacturiers ont ralenti leur production de pur électrique pour se tourner vers les hybrides branchables. Donc, si on arrive avec des alternatives comme celle-là, écoutez, Mercedes, à 87 km, puis on le fait. Quand on essaie un Absolument. véhicule Mercedes, Voilà. il faut être capable de dire que ce qu'il nous montre, c'est ce qu'on est capable de faire C'est le sans minimum. difficulté. Ouais. C'est le minimum. Parce que là, on Absolument. se vantait à 95, tout ça, mais Ouais. j'ai resté à 87. Là, mais on peut, dans de belles conditions, aller un petit peu plus loin. Fait que là, on rentre dans la discussion, puis on s'attend à une autonomie au-delà de 80 pour la nouvelle Outlander. Exactement. PHEV. Oui, on Donc, parle de ça. 85 à peu près, si ça se réalise, ce qui serait exceptionnel. Et toujours dans la série il y a Nissan qui va arriver à un moment donné aussi avec son e-Power, qui est aussi une forme d'hybridation de même nature. Alors, honnêtement, il y a beaucoup de projets futurs, mais Mercedes est vraiment le premier. Et tu l'as mentionné, ce qui est surtout impressionnant, c'est que c'est pas si cher pour la qualité du véhicule et pour C'est la ça. qualité de la motorisation hybride. Oui, c'est c'est des cher. véhicules parce- qui ont très peu de problèmes. Tu sais, on entend parler de problèmes qui arrivent sur certains véhicules électriques. Mercedes, t'en rien. Tu vois que le travail a été fait à la base comme il faut. Ouais. Merci, messieurs. Le premier bloc est terminé. Après ça, on a GM. On va parler de Tesla. Jacques va même nous parler d'une roulotte. Allez donc savoir pourquoi. Alors, tout ça, on se reparle un petit peu plus tard, messieurs, vers la fin de l'émission. Avec plaisir. Merci. On s'arrête à Virage et on revient. Car Expert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. Car Expert à la fine pointe de la carrosserie. On profite du salon du véhicule électrique pour rencontrer Yann Samiucci, PDG de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec. Salut Yann. Bonjour Daniel. Ça va bien? Très bien, toi aussi. Bien content de te rencontrer ici au salon. Bien sûr, on va en parler un petit peu de quelques petits points. Surtout, tu as fait une allocution, puis il y a des petits points qui m'ont interpellé, puis que j'ai trouvé ça vraiment génial. Alors, je te parle de ça dans un instant, mais avant, je veux parler de votre proactivité, parce que depuis quelques années, même depuis 2 ans, vous avez créé des sommets où Oui. vous parlez aux concessionnaires, où vous brassez des idées. D'abord, explique-nous un peu la démarche et qu'est-ce qui en ressort. Avec plaisir, Daniel. C'est pas nous qui parlons aux concessionnaires dans ces événements-là. En passant, c'est les concessionnaires qui nous parlent. C'est important, la nuance est très importante parce que dans les faits, les concessionnaires ont fait un constat récemment, évidemment qu'on les a aidés dans cette réflexion-là, à savoir qu'on a un écart de confiance avec le grand public, un écart de confiance avec les consommateurs. On l'a mesuré, cet écart-là, au mois de juin dernier avec la firme Léger Marketing, pour se rendre compte que 65 je n'ai pas les chiffres exacts, là, ne sont pas devant moi, mais à peu près, des consommateurs québécois, du grand public, n'ont pas confiance en leurs concessionnaires. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on accepte ce statu quo-là? Et les concessionnaires nous ont dit non. On est des gens fiers, on se lève tous les matins pour ouvrir notre magasin, notre nom est sur la porte. C'est pas vrai qu'on va accepter ça comme étant une réalité absolue et fatale. Alors, ils nous ont dit comment on peut faire en sorte de faire mieux, que le grand public n'ait pas une crainte de traverser notre porte de concessionnaire. Donc, on a lancé une certification qui a été adoptée par 96 des concessionnaires qui ont participé au sommet au mois de septembre dernier. Puis j'avais à peu près 60 de tous les concessionnaires dans la salle, tous les concessionnaires du Québec. Puis ça va être transformationnel. Là, on a un plan, là, Daniel. Ouais. On va le mettre à exécution. Les gens vont voir du changement dans les prochaines années. On le souhaite, puis on va travailler fort pour ça. Bon, avant d'y arriver dans le détail de la certification, revenons au premier sommet. Oui. Le premier sommet, encore une fois, en compagnie des concessionnaires, c'était le sommet du constat. Oui, c'était la prise de conscience. Puis les concessionnaires ont dit à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire mieux?
qu'est-ce qu'on peut faire pour regagner cette confiance-là. Puis tu vois, au mois de septembre, on vient de faire la 2e édition. On leur a proposé un plan qui a été adopté essentiellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je comprends que les menus détails ne sont pas clairs, mais dans votre tête, la certification va amener à quoi? Ça va être quoi, la certification? Bon, c'est basé sur les piliers de confiance. OK. On s'est basé sur des études scientifiques qu'on a fait affaire avec les HEC de Montréal, à savoir sur quels éléments on peut jouer pour regagner cette confiance-là. Un des éléments premiers, on se le cachera pas, puis on l'assume, c'est la transparence des prix. On est dans un marché hautement compétitif, l'automobile. Il y a une quarantaine de marques au Québec, 890 concessionnaires qui se font compétition entre eux. C'est bon pour le consommateur, mais en même temps, ça amène parfois certains questionnements puisqu'il y a une négociation. Donc, le prix est jamais le même, dépendamment qui se présente où. Alors, on s'est dit, c'est un constat qu'on fait et on a compris que le consommateur québécois voulait qu'on fasse mieux à ce niveau-là. Fait que transparence des prix, ça va changer dans le temps. On est en train d'adopter des pratiques standardisées qui vont être partout au Québec chez les concessionnaires. Un concessionnaire qui va être certifié, c'est un concessionnaire qui va s'engager. Et lorsqu'il est Absolument. engagé, il y a des fois des petites tapes sur les doigts qu'il va pouvoir se donner? Il y aura des mesures coercitives, OK. ça c'est très clair, puis c'est important parce qu'une certification digne de ce nom doit être exécutable. Puis si ça ne fonctionne pas, on doit pouvoir la perdre. Elle doit être difficile à acquérir, cette certification-là, Ouais. et facile à perdre. Alors OK. c'est notre motto en quelque sorte. Mais je te donne un exemple bien précis, Daniel. Les concessionnaires certifiés ont pris l'engagement de ne pas vendre au-delà du PDSF. Le PDSF, c'est une norme connue, OK, standardisée. La loi ne vient pas le régir, mais les concessionnaires ont dit on va faire cet effort de plus-là, puis en aucun moment on va vendre au-delà du PDSF. Il y a des exceptions, mais très précises pour des véhicules d'exception, mais reste que la norme est là. Un autre élément qui va être, selon moi, transformationnel, Daniel, on va devoir, sur demande d'un client, fournir une soumission avec un prix pour un véhicule qui est existant, qui va permettre au consommateur de réfléchir à son achat pendant 48 heures. Ça, c'est transformationnel. On veut enlever une certaine pression chez le consommateur pour qu'il se sente confortable d'entrer chez nous et qu'il puisse prendre une décision éclairée sur son ne achat. sera pas mal à l'aise de dire non, je vais aller réfléchir. Exact. Effectivement. Et peut-être d'afficher aussi les prix parce que souvent, les concessionnaires, certains, enlèvent les étiquettes de prix pour que le client puisse demander le prix. Donc ça sera peut-être quelque chose à surveiller. C'est un troisième élément. On va exiger de nos concessionnaires qu'ils mettent une feuille de vite avec un prix sur tous les véhicules dans le showroom. Bon, voilà, on est sur la même longueur d'onde. Puis il y a un élément que j'aimerais apporter, Daniel. Ouais. Le programme Parle Consommation. On s'est attaché avec l'Office de la protection du consommateur et le ministre de la Justice. D'ailleurs, ici dans le salon, on annonce cette grande nouvelle-là. Les concessionnaires certifiés seront dans Parle Consommation. C'est un programme de médiation en ligne hyper efficace. En cas de 76 des différends entre un concessionnaire et un client, parce qu'on l'a testé, se règle à l'amiable dans un délai de moins de 12 jours ouvrables. Alors ça va être transformationnel. Et si ça ne marche pas dans la médiation en ligne, bien, on aura accès à 2 heures d'un médiateur accrédité pour rapprocher les parties. Donc, on a bon espoir Le que client va se juste sentir cet élément-là, supporté. il va se sentir supporté. Puis tu le sais, Daniel, on fait, les concessionnaires de neuf, à peu près 600 000 transactions de vente de véhicules en incluant l'occasion par année. Il y aura toujours des codes différents. Alors là, on a prévu ça avec le programme Parle. On est super fiers de ça. Le temps file, puis je m'en veux un peu parce que je voulais te parler d'un point de ton allocution qui est une genre de demande au gouvernement de prolonger l'aide pour les véhicules électriques, comme nous sommes dans le salon ici. C'est Absolument. quoi votre point? Bien, dans les faits, Daniel, on a regardé ce qui se passe dans les différents marchés, incluant l'Allemagne. Quand l'Allemagne a aboli son programme au mois de décembre dernier, il y a eu une chute drastique des ventes de véhicules électriques. On ne voudrait pas que ça se produise sur le marché du Québec. On a un super bel élan. Il faut trouver un moyen de le maintenir. Puis on pense que la régression des incitatifs, de la manière que le gouvernement l'a prévu, est trop rapide. Étirons-la un peu, puis on va mieux se porter, puis on va atteindre nos objectifs. Yann Sammiucci, PDG de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec. Merci d'être passé à Virage, puis on va se reparler très bientôt. Grand plaisir. Chez Desharnais, profitez d'une remise postale allant jusqu'à 100 $ à l'achat de 4 pneus Nokian Tires sélectionnés. Desharnais, 75 ans et plus jeune que jamais.
sommes présentement chez Desharnais Pneumécaniques. Je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut, Danny. Salut, Daniel. Ça va bien? Très bien. Alors, je suis bien content. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène grandissant dans l'industrie automobile, l'arrivée de la voiture électrique en grand nombre. Oui. Ça fait déjà un bout de temps qu'elle est là, mais maintenant, pour vous, ça change quand même un peu les choses parce qu'il y a de plus en plus de véhicules électriques qui rentrent dans les salles de vente. Et les gens, évidemment, sont plus pointilleux, veulent avoir davantage des pneus adaptés à leur véhicule. Qu'est-ce qui arrive avec l'industrie automobile? Est-ce qu'on commence à s'adapter pour ce qui est du pneu d'hiver, parce qu'on est dans notre chronique d'hiver? Est-ce qu'on commence justement à fabriquer des pneus pour les voitures électriques? Oui, mais pas à la même vitesse que les pneus d'été. En toute honnêteté, on voit ça dans l'été. Plusieurs fabricants de pneus ont commencé avec des pneus adaptés, avec la bonne capacité de charge, avec des composés de semelle qui sont un peu plus rigides pour faire un peu plus de kilométrage. Puis la raison pourquoi que les consommateurs ou les propriétaires de véhicules électriques sont un peu plus pointilleux, c'est que quand tu as déjà eu un véhicule électrique, puis tu as fait 12 ou 15 000 km avec un set de pneus, tu deviens un peu plus pointilleux, puis tu poses plus de questions. Ouais, effectivement, ça va ensemble. Du côté du pneu d'hiver, il faut comprendre que les fabricants de pneus, la majorité des fabricants de pneus, leur recherche et développement n'est pas axé dans un très haut pourcentage au niveau des pneus d'hiver. Si on prend, par exemple, Nokian, une compagnie que je connais très bien, pour laquelle j'ai travaillé, ils mettent beaucoup d'emphase, beaucoup d'efforts au niveau des pneus d'hiver, pays scandinaves, ces choses-là, mais une compagnie qui est plus avec des pneus d'été, bien, va mettre un peu moins d'emphase. Puis on le voit, là. Sincèrement, Daniel, on voit où on s'en va avec ça. Parce qu'il y a beaucoup de défis là, dans la voiture électrique. C'est des voitures qui sont plus lourdes. Oui. Donc, j'imagine que quand tu fais un pneu d'hiver, que tu le veux, qu'une gomme qui soit un peu plus souple, là, tu dois composer avec un gros poids puis une gomme plus souple. Donc, il y a un défi technologique là-dedans. Et de là, l'arrivée du Nokian EV, ici, j'en ai mis en montre. On en a un qui est standard pour les véhicules standards à essence. Et on a le véhicule, le pneu R5 pour les véhicules électriques. C'est quoi les grosses différences majeures? Premièrement, ils vont travailler au niveau de la forme du pneu. Ils vont venir arrondir un petit peu l'épaulement pour essayer d'éviter l'usure un peu plus hâtive au niveau de l'épaulement ou un peu moins égale. Après ça, ils vont travailler aussi au niveau de la densité du caoutchouc, le type de caoutchouc qu'ils vont utiliser. Ces deux pneus-là se ressemblent étrangement. Par contre, la densité est plus élevée au niveau du véhicule électrique. Pourquoi? Essayer de donner un peu plus de kilométrage et aussi une belle stabilité, une belle tenue de route. On peut voir aussi à l'intérieur, ils vont ajouter un fond, le niveau acoustique, essayer de réduire le bruit au maximum. Tu conduis un véhicule électrique, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de bruit, fait que la douceur de roulement doit être au maximum. C'est ce qu'on a un peu avec ce pneu-là. Et l'autre phénomène qu'il va avoir, c'est qu'ils vont tout resserrer le dessin de semelle pour avoir le meilleur contact au sol. Comme on disait tantôt, c'est des véhicules qui sont quand même assez lourds. Tu sais, c'est pas rare, un véhicule électrique à 3 000, 4 000. On voit le nouveau EV9, on parle de 5 000 quelques cents livres. Le Ford Lightning en haut de 6 000 livres. Des véhicules qui sont quand même très lourds. Fait que si on veut être capable de faire un millage décent, mais toujours pas en sacrifiant la sécurité des passagers, mais des fois, d'opter pour le bon pneu va aider. Ben oui, puis on voit que, Nokian, encore une fois, précurseur dans le domaine. Oui. Est-ce que le reste de l'industrie suit? Donc, les Michelin, les Goodyear, des grosses compagnies comme ça, traînent un peu de la patte? Ou, C'est drôle que tu poses la question parce qu'on a eu les gens de Bretchon qui sont venus nous rencontrer pour nous poser des questions pour les véhicules électriques et l'application, puis comment on travaillait chez Desharnais. J'ai trouvé ça quand même intéressant qu'un fabricant de cette ampleur-là prenne le temps de se déplacer pour nous rencontrer. Oui, les fabricants suivent. Il y a Pirelli qui vont avoir certains produits adaptés pour les véhicules électriques, mais en plus homologués. Donc, vous comprenez, quand on met tous ces mots-là ensemble, souvent la facture vient avec. Il faut faire attention. Goodyear s'en va un peu dans cette tendance-là. Une grosse compagnie comme Michelin va opter plus pour dire tous nos pneus d'hiver font sur les véhicules électriques. Est-ce que c'est vrai? Oui, jusqu'à une certaine mesure. Vous comprenez que dépendamment du type de conduite qu'on a, du type de kilométrage qu'on va faire, ça va jouer en considération. Donc, un pneu bien adapté qui est pour les véhicules électriques, première chose, c'est que ça prend la capacité de charge. Les véhicules électriques sortent avec des capacités de charge qui sont souvent spécifiques à eux.
OK. Je donne un exemple. Rivian, le véhicule électrique, on n'en voit pas beaucoup sur nos routes. Il y en a, mais on n'en voit pas beaucoup. Il demande une capacité de charge de 116. Ça, c'est le petit chiffre après la grandeur. Là. Souvent, on va avoir la grandeur. Ça, t'es rendu dans les pneus de camion commercial. lourd. Ouais, exactement, Daniel, c'est là que je m'en allais. Donc, Nokian est le seul fabricant présentement dans l'industrie. Ils ont mis une appellation en avant de la grandeur, HL. HL pour High Load. Pour dire, ce pneu-là, il est conçu, il résiste à un poids pouvant aller tout près de 7 000 livres pour un véhicule. Wow. Donc, je crois, j'ai pas de boule de cristal, mais je crois que les fabricants, un peu comme ça s'est passé en été, pour les produits d'été, vont tranquillement prendre cette tendance-là ou cette tangente-là parce que c'est populaire. On en voit de plus en plus sur nos routes. Il y a beaucoup de qualité aux véhicules électriques. Par contre, pour l'usure des pneus, c'est les véhicules présentement qui sont le plus énergivores à ce niveau-là, là, qui vont user les pneus les plus rapidement. Donc, on peut s'attendre à ce qu'un pneu comme celui que Nokian fabrique, lui, use un peu moins vite que si on met un pneu régulier, on va faire plus de kilométrage? Très bonne question, parce que Nokian ont, exemple, la grandeur 235-45 R18, qui est les grandeurs de Tesla. Ils font dans le standard, parce que c'est aussi une grandeur pour un Honda Accord, et dans le EV, qu'on appelle R5 EV. Et oui, on peut aller chercher, je vous dirais, là, dépendamment de la conduite, mais 15 de plus au niveau kilométrique, assez facilement. Évidemment qu'il y en a moins. Ça veut dire que probablement qu'au niveau de la disponibilité, étant donné, le véhicule électrique ne se vend pas au même volume que les autres, là, mais comme c'est plus pointu, puis qu'il y a à peu près un fabricant présentement, c'est-tu plus rare? C'est plus rare, mais sincèrement, comme je vous dis, il y a d'autres produits. Là. Il y a d'autres produits, que ce soit un Michelin, un Goodyear. Tant qu'on respecte la capacité de charge, c'est des produits qui vont faire l'affaire et qui vont vous donner un bon rendement. Par contre, si vous voulez un produit très pointu, spécifique, et en plus vous arrivez avec une grandeur qui est un peu hors norme, on commence là, la période d'hiver, puis je peux déjà vous dire qu'il y a certaines grandeurs où on est en rupture de stock. Fait que ça va arriver. Préparez-vous à ça. Si vous avez une grandeur qui sort de l'ordinaire, c'est peut-être le temps de venir nous rencontrer chez Desharnais puis jaser avec nos conseillers. Allez-y un petit peu plus tôt, ça va faire... on achète un pneu comme ça, évidemment, au niveau des coûts, au niveau de l'usure, on sait que, ça va aller un petit peu plus vite. Il y a des trucs pour les préserver, par contre. Effectivement, puis je peux pas comprendre quelqu'un qui va investir 2 000, 2 500, 3 000 pour un ensemble de pneus puis qui prendra pas le temps de faire aligner son véhicule ou même, à la limite, au lieu de travailler avec l'air conventionnel, d'y aller avec l'azote pour essayer de garder la même température, la même pression d'air au niveau des pneus. L'alignement, là, on parle d'un coût à peu près, dépendamment du véhicule, entre 110 et 130 pour préserver une dépense de 2 000 Je pense que ça vaut la peine. Puis, on le dit, on le répète, des véhicules un peu plus lourds, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'au niveau de l'alignement, ça prend pas un gros désalignement. Là. Ça prend pas grand-chose pour que le pneu use, croche ou... Rotation d'air, rotation des pneus, pression d'air, bien important. Les rotations, tous les manufacturiers de pneus, avant cet événement-là, disaient les rotations 5 à 10 000 km, aucune problématique. Là, nous, on travaille plus dans l'optique de dire aux clients, de l'expliquer aux clients, 2 32e d'écart. Donc, les gens qui font un peu de construction vont comprendre 1 16e. C'est vraiment pas épais. Il faudrait faire la rotation avant-arrière. Chez Nokian, on a la chance d'avoir des indicateurs d'usure qui sont sur le pneu. Fait que ça peut nous aider à un coup d'œil à voir ça. Sinon, à l'achat de pneus, exemple, chez Desharnais, on offre les rotations gratuitement. Fait que la personne qui a un véhicule électrique, qui vient nous voir 2 fois dans l'hiver pour faire des rotations, bien, ça va être 2 fois sans frais, puis ça va nous faire plaisir de le faire. Puis il va être capable de prolonger la durée de vie. La durée de vie de ces pneus-là. Oui. Danny Bellil, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Daniel. Nous sommes de retour et c'est maintenant le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Alors, Marc, on commence avec le nouveau Pontiac Aztek électrique. Non, mais s'il y a un jour, il y en a un, je mets une option dessus, c'est certain. On s'en fait parler, là. Tu te fais agacer avec ça au salon ici, hein? Non, c'est effectivement. Non, moi, je vais te parler d'un véhicule plus connu un peu. Tu connais le Nissan Kicks? Ben oui, le nouveau, là. Est-ce que tu connais le Nissan Kicks Play? Nissan Kicks-Play, non. Nissan a décidé de garder l'ancienne version du Kicks et de continuer à la vendre au Canada.
Hein? Et elle va s'appeler le Kicks Play. OK. Donc, on aura les Intéressant. deux. Oui, c'est intéressant parce que le nouveau Kicks est beaucoup plus grand. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'aller Et l'essayer. il sera plus cher, donc il faut prétendre qu'il va être moins cher. Exactement, parce qu'il va être, en fait, le nouveau Kicks arrive plus gros, rouage intégral, donc plein de changements. Donc, on va garder l'ancien pour essayer de garder notre espace dans le créneau. Je trouve que c'est une bonne Enfin, stratégie. une bonne nouvelle. Effectivement. Je trouve Parce que les petits véhicules disparaissent un après l'autre. là. Exactement. Donc là, au moins, on garde un petit véhicule qu'il faut... On va attendre d'avoir le prix, mais qui risque d'être plus abordable. Effectivement. Bravo. Donc, c'est une bonne nouvelle et c'est le Kicks Play. Donc, Bravo à c'est- Nissan. Bravo à Nissan. Du côté de Volkswagen, tu sais on avait abandonné le nom Scout depuis quelques années, hein? Eh bien, c'est revenu. Alors, on a officiellement dévoilé les deux premiers véhicules de la gamme Scout du côté de Volkswagen, le Traveler et le Terra. Le Traveler étant un VUS, le Terra est un pick-up, deux véhicules 100% électriques. On n'a pas donné les puissances en termes de chevaux. On nous a simplement dit qu'il y aurait à peu près 1000 livres-pieds de couple et qu'il serait capable de faire de 0-100 en 3,5 secondes. Ce sont des gros véhicules, mais ça fait rager les concessionnaires Volkswagen parce qu'on a décidé qu'on ne vendrait pas les Scouts chez Volkswagen, mais en ligne, à l'image de ce que Tesla fait. Comme si que ça allait pas assez mal comme ça pour les concessionnaires Volkswagen. Déjà qu'ils sont pris avec Il un faut arrêt... tous se faire aimer de leurs concessionnaires vers les temps qui courent, Volkswagen. Hein? Déjà, ils sont pris avec l'arrêt des ventes du ID4, puis ils n'ont toujours pas trouvé de solution. Là, ils éliminent le Scout de là. Alors, évidemment, ça va pas très bien du côté de Volkswagen. Les concessionnaires grognent pas mal. Mais bon, écoute, on verra ce que ça va donner. Dans les séries des nouveautés, tu sais, chez Kia, on aime beaucoup présenter des nouveautés. On le fait avec, entre autres, le nouveau Sportage. On nous a présenté un petit teaser, une première image, mais on verra à ce moment-là ce que ça va donner. On devrait le dévoiler au Salon de Los Angeles dans quelques semaines. Donc, le nouveau Kia Sportage qui va être annoncé. Ce qui est particulier, on a l'impression de regarder un bébé EV9 dans l'image qu'on a. Les mêmes lumières, les mêmes styles. Donc, on va vraiment se rapprocher du design des voitures électriques. Mais écoute, on verra ce que ça va donner là aussi. Ben oui, parce qu'on vient de le changer, là. Puis il était à la mode, là. Ça fait que... et on va vite du côté de chez Kia. Ça va vite. Bien, il n'y a pas que Kia. Hein? Hyundai vient de nous présenter un autre véhicule, le RN24. Tu sais que Hyundai, leur spécialité, c'est de faire ce qu'ils appellent des Rolling Labs, donc des laboratoires roulants, littéralement. La fameuse voiture à hydrogène, là, la N74, en faisait partie. On nous avait dit qu'elle serait produite. Finalement, on n'est pas certain qu'elle va l'être. Là, la RN24 est en fait... je te dirais, on n'a pas ici la i20, mais c'est l'équivalent là, d'une petite voiture. Sauf que là, c'est vraiment la version ultra performance. On a utilisé ce qu'on a utilisé, entre autres, au niveau de la motorisation pour la Ioniq 5N et tout ce qui va avec pour un si petit véhicule. Évidemment, on n'est pas rendu au fait que ça va arriver, mais disons que ça ne devrait pas tarder de ce côté-là. C'est vraiment quelque chose de particulier. Du côté de chez Subaru, on nous parle depuis longtemps, on nous a présenté plusieurs véhicules. On sait que Subaru, d'ici 2 ans, devrait présenter 8 véhicules électriques. Hey. C'est énorme pour une compagnie de cette nature-là. Électrique ou électrifié? Électrique, m'a-t-on dit. Ils n'ont même pas ça dans la gamme, 8 véhicules. Non, effectivement. Donc, il y aura des nouveautés et on dit qu'il y aura aussi des hybrides, bien entendu. Et le prochain hybride qui arrive, c'est le Forester. On a confirmé l'arrivée du Subaru Forester en version hybride. Ce qui est particulier, c'est que c'est un moteur Boxer, donc un moteur à plat comme ce à quoi Subaru nous a habitués. On a donc préservé cette mécanique-là. Donc, on va voir ce que ça va en termes de prix, parce qu'on n'a pas les prix, bien entendu. Mais au cours des prochains mois, donc, ce véhicule-là devrait faire son apparition. Et là, dans l'histoire, ça dit-tu qu'on a encore un partenariat avec quelconque chez Subaru? Ou bon, on travaille tout seul ou on travaille avec Toyota? Écoute, de sources non officielles, on me dit que c'est surtout développé par Subaru. OK. Que c'est pas 100% Subaru, mais que c'est surtout... En fait, la phrase qu'on a employée, c'est Solterra, est-ce qu'il est développé par Subaru? Non. Ou par Toyota? par Toyota en partenariat. Mais là, ce qu'on nous dit, en fait, c'est qu'il y a pas mal plus de Subaru dans l'hybride que les gens ne pourraient le penser. C'est la phrase qu'on a utilisée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Écoute, évidemment, on verra ce que ça va donner. GM, ça va moins bien un petit peu pour certains éléments. Ils ont décidé de reporter leur usine de batterie qui était prévue en Ontario. On devrait rechanger tout.
faire du retooling qu'on appelle, donc réorganiser l'usine, eh bien, on a décidé de reporter ça à 2027. C'est pas une bonne nouvelle, évidemment, pour l'entreprise. C'est pas une bonne nouvelle pour les travailleurs non plus. Il y a 1000 travailleurs qui devaient travailler là, qui finalement sont reportés jusqu'en 2027. Ça commence à être très, très loin, évidemment. T'en as-tu une petite dernière pour la route? Bien, parce qu'on est chez Tesla, il fallait en parler. Tesla nous avait promis, tu te rappelles, une voiture à 25 000 US. Finalement, Elon Musk a dit cette semaine, il n'y en aura pas de voiture à 25 000 US. La raison de ça, c'est qu'il dit que les ventes de voitures de moins de 25 000 actuellement ne constituent que 4 du marché global. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais lui, il dit que comme c'est juste 4 ce serait un trop gros investissement de recherche et développement pour un produit pour lequel il ne serait pas rentable. Donc, il n'y aura pas de La voiture Tesla à Model 25 000. 2 n'est pas proche d'arriver. Ben non. Alors, il y On va aura encore pas... sortir un autre modèle, mais plus cher. Mais si on n'en sort pas des modèles pas chers, tu n'en vendras jamais. Exactement. Alors, bien, c'est la décision de Tesla. Donc, la Tesla, c'était 25 000 US, c'est quand même 30 quelques mille chez nous. Là. On ne la verra pas, malheureusement. C'est déterminé. Le robot, lui? Ah, le robot, ça, c'est encore une couple d'années. Il faut que tu sois patient. Celui-là ne fonctionne pas, malheureusement. Mais il y a une magnifique boucle de ceinture, il faut le dire. Il y a au moins ça. Exact. Merci, Marc. Ça fait plaisir. Alors, voilà, on s'arrête à Virage et on va bien rester avec nous. Ce segment est une présentation du réseau des garages recommandés CAA Québec et de B-Lepage Autoservice. Visitez caaquebec.com pour trouver votre garage. Nous sommes de retour et on est présentement chez GM, messieurs, parce qu'on va faire le tour un peu des véhicules, dont le nouveau qu'il y a ici. Marc, tu vas nous en parler dans un instant. C'est quelque chose. C'est ça, puis je suis venu chercher mon souvenir en même temps. C'est Marc. C'est du Marc Bouchard tout craché. Il a ramassé ses bas, puis je suis persuadé qu'il va importer en plus. En plus, c'est Ça, ça. j'ai hâte de voir ça. Avant de parler de GM, Jean, tu veux nous parler d'une roulotte? Ben oui, mais on va pas. Je sais pas si on va passer au tout près tout à l'heure pour avoir les images, etc. Mais Safari Condo ont décidé, par rapport qu'il y a de plus en plus de voitures électriques sur le marché, et les gens veulent quand même continuer à faire du plein air. Alors, ils ont développé une roulotte extrêmement légère qui fait 2200 livres, 2 batteries, très aérodynamique, qui a été développée par ordinateur, etc. Tout le dessous de la roulotte est fermé pour pas qu'il y ait de vent, accroche, etc. Le but de ça, c'est que ça soit léger et que ce soit facile à remorquer pour que les autos qui sont accrochées ou les véhicules qui sont accrochés sur cette roulotte-là permettent justement d'avoir une meilleure autonomie. Alors, Safari Condo regardait aller le marché et déjà, ils ont déjà développé des roulottes. Il y en a encore, là, mais pour accrocher derrière les Tesla ou accrocher dans d'autres véhicules et aussi électriques. Alors, eux, ils ont décidé de prendre le devant avec une plus petite roulotte pour aller vers des véhicules qui sont plus petits, capables de remorquer quand même 3000, 3500 livres. Mais la qualité de fabrication et le look de cette roulotte-là, c'est renversant. Ben ouais. C'est à la Safari Condo. Ouais. Tantôt, on va les électrifier. On pense que les roues vont pouvoir venir aider à consommer moins d'essence ou d'électricité sur le véhicule en avant, ou vont pouvoir se brancher au véhicule pour consommer l'électricité de la batterie puis aider le véhicule. Alors, j'ai hâte de voir comment tout ça va évoluer, mais même le marché de la roulotte évolue. Le centre de recherche, Safari Condo sont déjà au travail. Ils sont déjà là-dessus. Bon, pourquoi pas. Marc, parle-nous du nouveau GMC Sierra qui vient. On connaissait le Silverado. Il arrive et les capacités sont quand même assez exceptionnelles. Oui, effectivement. C'est le Sierra Denali. En fait, il faut dire que dès le départ, quand on porte le nom de Denali, on s'attend à un certain niveau de luxe et c'est tout à fait là. Il y a des capacités de travail aussi qui sont similaires à celles d'un Sierra traditionnel. On parle de plus de 12 000 litres de capacité de remorquage, ce qui est exceptionnel pour un véhicule électrique parce que je vous rappelle que le Ford Lightning nous annonçait 10 000, puis on réduit à 5 000 selon les versions. Bonne différence. Qu'on soit en haut de 10 000, 12 000, c'est vraiment exceptionnel. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est le 740 km d'autonomie. C'est incroyable. 740 km d'autonomie, c'est vraiment fascinant. Et ce véhicule-là a effectivement fait une longue distance, un peu plus de 700 km lui-même, et il a tout à fait rempli sa mission. Donc, le gros bémol, je suis obligé de le dire, c'est que le prix de base est à 119 000 évidemment, je vous le répète, c'est la version Denali, donc c'est la version la plus haut de gamme, mais n'empêche qu'à 120 000, plus les taxes de luxe, tout ce qui vient avec, ça va faire un véhicule assez 700 cher. km d'autonomie. Oui.
700 km. Là, Ça. l'hiver, on parle au moins de 500, 450, l'hiver par temps froid. Donc là, on commence à jaser. Bon, tu l'as dit, le prix, c'est quelque chose, là. Mais au moins, là, on commence vraiment d'avancer. On avance au niveau de l'autonomie. Le style, le design est incroyable. Et lui, contrairement au Silverado, il n'y a pas la boîte... cabine-boîte Oui. là, en angle avalanche là, qu'on aimait plus ou moins. Et celui-là est plus traditionnel. Alors, je pense que ça va plaire. Sur place, il y a la Hummer et les autres versions Ouais, aussi. il y a la Hummer, il y a la Corvette hybride, vous avez tous les véhicules en fait que GM propose sur la plateforme Ultium notamment. Donc évidemment, ils sont très en avance au niveau de la camionnette. Ça, c'est la grande nouvelle. Le Lyric de Cadillac qui est là, je suis obligé de dire que c'est encore un des plus beaux véhicules électriques sur le marché présentement. Oui, et Cadillac s'en vient avec d'autres modèles. Hein. Regardez l'Optique qui va arriver Ouais. bientôt, qui est aussi un magnifique véhicule. Bon, OK, ils ont la Celestiq, on pourra en parler plus longtemps. Mais donc, Cadillac, GM sont vraiment dans une tendance où ils travaillent à la fois le design et la technologie, et je pense que c'est assez bien réussi. Oui, puis si on continue du côté des véhicules électriques qu'on retrouve sur place, vous me direz qu'est-ce que vous avez accroché parce que on a Nissan qui est sur place ici, on a Ford, on a Genesis, on a Toyota qui ont leur électrique et leur hybride aussi sur place. Kia, le EV6 en or, EV9 en or. Avez-vous? EV9 en or. J'espère que c'est pas une option du manufacturier. J'aurais trouvé que toi, tu aurais trouvé ça beau pour une fois, d'habitude. J'ai pas ce dit que genre. je trouvais pas ça laid, je t'ai juste dit que j'espère que c'était pas une option du manufacturier. Il y a quand même une compagnie qui m'impressionne tout le temps aussi, dont il faut parler, c'est Volvo. Ouais. Volvo qui est ici avec ses petits véhicules électriques. Et ça aussi, là, ça devrait arriver de façon beaucoup plus marquée dans le marché au cours des prochaines semaines. Donc ça aussi, ça va vraiment aider Volvo. Et le véhicule, il est beau. Le petit X30, là, moi, je l'aime. Encore une fois, on est dans le design très, très suédois, très épuré, mais beaucoup de nouvelles technologies Il faut se dépêcher, hein, parce qu'il va y avoir une période morte de disponibilité du X30. Oui. Ceux qui en veulent un, il faut le commander là. Absolument. Effectivement. À part ça, bien, celui dont on n'a pas parlé, c'est celui dont on n'ose pas nommer le nom, Tesla, C'est vrai. Hein? qui est ici, avec l'abominable Cybertruck. Je m'excuse, je suis pas capable de trouver ça beau. là. J'ai beau essayer, là. Même moi, je suis pas capable de trouver ça beau. Mais par contre, tous les autres modèles de Tesla sont ici, incluant le petit robot Tesla. Ben oui. Bon, celui-là n'est pas téléguidé, donc il ne bouge pas. Mais on dit qu'éventuellement, là, dans 2 ou 3 ans, on aura des robots qui vont effectivement être fonctionnels. Donc ça risque d'être intéressant. Mais c'est surtout de voir toute la gamme Tesla réunie au même endroit. C'est vraiment quelque chose qu'on voit Intéressant. plus souvent. Puis, ce que je trouve aussi, c'est qu'au niveau qualité du produit, il me semble qu'il y a eu une grosse évolution dans ce produit-là pour 2024, par exemple. Alors, Dans le modèle 3 ça surtout. s'en va en ayant un véhicule qui est plus agréable. Et les gens, qu'on le veuille ou pas, Tesla, là, au niveau autonomie, au niveau rendement en général, c'est dur à battre. C'est quand même dur à battre. Ils ont une des meilleures motorisations électriques, c'est clair. Le problème, en fait, c'est ce qu'il y a autour du moteur électrique qui est un problème, parce que c'était pas un fabricant d'automobile. Tranquillement, ils apprennent et ils s'améliorent effectivement de ce côté-là. Bien, et le gros problème, c'est qu'on promet des choses puis ils n'y arrivent pas. Tu sais, dans le robot taxi, le décapotable qu'on a promis, il y en a un dans l'espace puis il n'est pas encore arrivé. Fait que faut y aller au fur et à mesure avec Tesla, mais je suis persuadé qu'ils vont nous arriver avec des nouveaux produits. Messieurs, c'est déjà la fin. Un salon comme ça, salon du véhicule électrique, avec les essais routiers, avec les fabricants qui s'impliquent, ça a encore sa place. Absolument, absolument. On le voit par l'assistance, par les gens qui viennent et l'intérêt que les gens ont de pouvoir s'informer, de voir les nouveautés, de monter à bord. Parce que les gens sont curieux de voir ça ressemble à quoi une voiture électrique. Finalement, on réalise que ça ressemble à tout ce qu'on avait, mais certains manufacturiers ont été un peu plus loin. Oui, puis effectivement, c'est le meilleur moyen pour eux d'avoir des questions précises. Oui. Parce que dans un salon de l'auto, tu es un peu noyé dans tout le reste. Éventuellement, on s'entend pour dire que ça ne sera qu'un seul, mais pour le moment, ça a encore sa place et ça nous permet vraiment, tu l'as dit, il y a des gens qui ont fait des essais routiers et on a élargi aussi la notion. Tu sais, c'est le véhicule électrique. Jacques parlait de la roulotte, il y avait des vélos. Donc,
on essaie vraiment de jouer toute la carte électrique et c'est pour ça que le salon est important. De la mobilité durable et même Exact. des véhicules de livraison 100 électriques Absolument. comme le Sprinter qu'il y a chez Mercedes. Alors, on voit que ça bouge dans l'industrie automobile. Merci d'avoir été là, messieurs, Merci. votre présence ici Merci. au salon. On se revoit la semaine prochaine en studio. Absolument. C'est sûr. Merci. Alors voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié cette émission enregistrée en direct du Salon du véhicule électrique de Québec. Je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine pour un autre Virage.